Hernandez, bonjour. Bonjour cher ami, merci de nous recevoir dans ce beau domaine de Provence. Ah oui, merci de nous recevoir donc chez toi. Alors une émission particulière parce que en fait, on ne va pas parler de Madonna. Oh, on ne parlera pas du titre intemporel, international et interplanétaire de Born to Be Alive. Ah ouais. On ne parlera pas non plus de ta cuvée, un merveilleux vin de Saint-Jean de Minervois. Saint-Jean de Minervois. Saint-Jean de Minervois qui accompagne bien des plats. Bien des plats et particulièrement, moi je dirais, une côte de bœuf au sarment de vigne. Absolument sublime avec ça. Ça fait 15 degrés, attention, par contre. Ah oui. Mais ça, j'ai eu l'occasion de le goûter, c'est très bon, mais bien évidemment, on n'en parlera pas. On n'en parlera pas. Et si on en parle avec modération. C'est exactement. Et d'ailleurs, on la trouve directement sur le site de la cave coopérative de Saint-Jean de Minervois, mais bien évidemment, on n'en parlera pas. Alors, on ne parlera pas non plus de ton bouquin. De quoi va-t-on parler? Parce que, d'abord, si on veut découvrir toute ta vie, si on veut découvrir tout ce qui s'est passé, il faut l'acheter, le Alive, donc chez toutes les bonnes librairies. Mais on n'en parlera pas. On ne parlera pas non plus de gastronomie. Ça, c'est dommage, franchement. Peut-être dans une prochaine émission. D'accord. Je vais juste te poser une question et on va pouvoir continuer là-dessus. Développer, voilà. Répète après moi le mot nouveau, développer. Développer. Ouais. Donc, à ton avis, le hasard existe-t-il et peut-on dire que tout est écrit? Alors, ça c'est une chouette, belle question. Et alors je vais te faire une réponse de Normand, un petit peu, quelque part. Parce que effectivement, je crois à la fois à la destinée, et je crois aussi au hasard, mais je pense aussi qu'il serait vraiment triste que la destinée soit écrite et qu'elle soit absolument inamovible quelque part, qu'on soit obligé de prendre le chemin que la destinée nous a réservé. Donc je pense que tout ça existe, tout ça est vrai, mais qu'il y a des embranchements de temps en temps. C'est-à-dire qu'il y a un libre arbitre, il y a un choix de temps en temps. C'est comme si on arrivait à un carrefour, en fait, et qu'il y a effectivement une ou deux ou trois voies qui s'offrent à soi. Et à partir de ce moment-là, il y a le choix personnel qui se met en route. Et puis si on a raté le virage, finalement, il y a toujours un autre rond-point un peu plus loin qui peut nous ramener vers une bonne destinée. Mais je crois franchement, et j'ai toutes les preuves en plus dans mon histoire. On va développer ça. De penser que la destinée est vraiment a priori, elle est écrite. Oui, vraiment. C'est Mektoub, comme disent les Arabes, si tu veux. Et en fait, je crois effectivement que les choses sont écrites. D'accord. Et tu penses donc qu'il y a une voie principale, il y a plusieurs chemins à droite ou à gauche, qu'on emprunte ou qu'on n'emprunte pas. Petite bifurcation. En supposant que ce soit la mauvaise route qu'on ait prise, est-ce que tu penses qu'il y a une balise quelque part qui nous ramène sur la bonne voie? Oui, il y a une possibilité. Il y a aussi une possibilité que ton karma soit un karma de merde. Oui, à ce moment-là, monsieur pas de bol. Oui. Monsieur pas de bol, oui. Donc tu reprends, malgré si tu veux, la proposition nouvelle, une nouvelle voie de merde. Oui. Donc ça peut exister. Par rapport à ma propre histoire, dont on ne va pas parler, puisqu'on ne parle pas effectivement des livres, du vin, de Born to Be Alive, etc., de Madonna. Par rapport à ma propre histoire, je pense que mon karma devient de plus en plus léger, effectivement, parce que ma destinée a vraiment été très éclairée. Et je pense que... Alors, il y a un facteur chance, vraisemblablement aussi, un facteur bonne étoile au-dessus de la tête. Mais mon karma devient de plus en plus léger. Je pense que je ne reviendrai plus 100 fois, si tu veux, tu arrives à la fin, en fait, à la fin du chemin, avant de rester et de passer à la direction générale de l'univers. Mais oui, pour aider les autres. Bientôt au Nirvana, le gars. Mais il a encore un peu de temps pour décoller quand même. Hein, donc voilà, laissez-moi encore le temps de faire plein de bêtises et plein de choses absolument improbables. Mais je pense que ma vie a quand même été extrêmement bien éclairée, quelque part. D'accord. Il y a eu, à un moment de ta vie, tu as consulté
Oui. Donc, est-ce que c'était un voyant? C'était un voyant. Alors, c'est pour ça que je dis que, effectivement, je vais essayer d'être le plus succinct possible, mais en 73, alors que j'étais un musicien de bal du fond du Périgord que personne ne connaissait, je suis monté à Paris parce que j'avais des propositions de travail et j'ai consulté un voyant qui était déjà très vieux, donc à mon avis il est mort depuis très longtemps, mais un voyant qui s'appelait Arsène et qui ne demandait pas plus que ton prénom et ta date de naissance. Donc absolument, en plus j'étais une personne absolument inconnue, donc il ne pouvait pas se baser même sur sur les réseaux sociaux comme aujourd'hui, la résonance d'un nom, ou, etc. Et il m'a dit une chose absolument incroyable à l'époque, hein, bien évidemment. Donc c'était 6 ans avant le grand exploit de Born to Be Alive, et il m'a dit, quoi qu'il arrive, vous êtes dans le métier du showbiz. Alors je passe sur les détails, parce que sinon c'est trop long. Et en finalité, il m'a dit, ne comptez pas réussir avant l'âge de 30 ans. Alors pour quelqu'un qui en a 24, c'est un peu dur quand tu es dans le monde du show business. Encore 6 ans à galérer. Et il m'a dit, mais vous êtes danseur? J'ai dit non, je ne suis pas danseur du tout. Et il m'a dit, je ne sais pas pourquoi, je vous vois au-delà des mers. Vous êtes au-delà des mers. Il a cherché un peu, il m'a dit, vous êtes aux États-Unis, c'est quand même très étrange. Et vous fêtez vos 30 ans, vous fêtez votre anniversaire, vous êtes entouré de danseurs. Vous n'êtes pas danseur? Donc, j'ai dit, non, je ne suis pas danseur. Le temps a passé, bien évidemment, effectivement, il ne s'est rien passé dans mon existence de musicien jusqu'à l'âge de 30 ans. Et le jour de mon anniversaire de mes 30 ans, j'étais sur Broadway, dans un établissement qui s'appelle le Roseland, et j'étais entouré de 35 danseurs. Et là, je me suis dit que quand même, les choses, quelque part, sont forcément écrites. Comment pouvait-il, ce garçon Arsène, ce monsieur Arsène, deviner ce genre de détails aussi précis, c'est-à-dire au-delà des mers, aux États-Unis, entouré de danseurs, à l'âge de 30 ans, alors que j'en avais 23 et que j'étais Monsieur Nobody, personne ne me connaissait, quoi. Donc là, je me suis dit, tiens, il y a vraisemblablement quelque chose d'écrit quelque part. Mais j'aurais pu aussi prendre le mauvais chemin, puisque à l'époque, quand j'ai vu cette personne-là, j'étais en signature de contrat avec Claude François, le célèbre artiste français, et qu'il m'a dit, vous êtes en signature avec un artiste français très connu, ça n'est pas Johnny Hallyday, ah ben, c'est Claude François, vous n'allez pas signer le contrat. Et là, je l'ai pris pour un fou, je me suis dit quand même, je viens du Périgord, je fais du bal, je suis Monsieur Nobody. Je suis Monsieur Personne et signé avec Claude François. Je dois signer en signature, demain, je dois signer, j'ai le porte-plume à la main avec Claude François. Eh ben, je l'ai pas signé ce contrat, et donc c'était forcément ces fameux embranchements que l'on prend un moment ou un autre sans trop savoir pourquoi, et qui m'a amené, puisque cette année-là, au sein d'un groupe qui s'appelle Paris Palace Hotel, j'ai écrit la chanson Born to Be Alive. Voilà. Et est-ce qu'il a fait d'autres prédictions, entre parenthèses, à part, bien sûr, les deux qu'il avait faites sur la signature du contrat et sur le fait que rien ne se passera avant 30 ans? Alors, il m'a fait alors, je lui ai posé la question en disant, oui, mais après 30 ans, il se passe quoi? Et il m'a dit, non, c'est trop loin, je peux pas vous en parler. La seule chose que je puisse vous dire, et depuis, j'en tiens vraiment compte, c'est que toute votre vie, il faudra vous méfier des voitures vertes et des roues de camions. Ce qui est un peu perturbant, je dois le dire. Ah, bah oui. Donc, comme tout artiste, j'ai utilisé des voitures de location toute mon existence d'artiste. Aucune n'a été verte. Aussitôt qu'elle est verte, hop, est balancée, j'en veux une autre. Alors je passe pour un fou furieux parce qu'on dit, putain, le mec il veut pas une voiture verte, il fait quand même des caprices de starlet, quoi. Mais en fait, j'ai vraiment peur de cette histoire de voiture verte. Et j'en tiens encore aujourd'hui tout à fait compte, c'est-à-dire que je ne monterai pour rien du monde dans une voiture verte. D'accord. Et est-ce que ça pourrait être aussi... J'ai pas de voiture verte, et on est venu aujourd'hui, la voiture n'est pas verte non plus. Génial. On le sait. Mais est-ce que par rapport à ça, il aurait pu se tromper sur la couleur? Mais a priori, depuis donc cette prédiction où tu as 24 ans et on se retrouve aujourd'hui, bon, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de voiture verte puisque tu as fait attention. Est-ce que tu ne pourrais pas te dire, est-ce qu'il ne se serait pas trompé, par exemple, sur la couleur je ne sais pas, sur une voiture? Est-ce qu'il m'a vu dans un accident? Est-ce que, pour l'instant, c'est la voiture verte et des camions? Je ne sais pas, mais en tout cas, je me méfie encore aujourd'hui, parce que figure-toi que quand on est dans une histoire comme Star 80, par exemple, la tournée dans laquelle je suis, c'est plus en centaines de kilomètres que ça se compte dans l'année, c'est en milliers et en milliers de kilomètres.
Donc, il peut toujours arriver quelque chose. Et si jamais, par hasard, on m'offrait une voiture verte pour faire un itinéraire entre deux villes pour des concerts de Star 80, ce serait non. Absolument non. Je préfère y aller en train, si tu veux. Et en plus, j'ai une dent contre les voitures, parce que ma mère est morte d'un accident de voiture. Moi, je n'ai pas le permis moi-même. Je n'ai jamais voulu le passer. Par rapport à cette réduction ? Oui, aussi. Parce que j'ai une vraie dent contre la voiture. Et moins je me trouve dans une voiture, et mieux je me porte. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, pour rentrer dans le détail, vous êtes allé en voiture déjeuner, je vous ai rejoint en quad. Et tu es rentré en quad. Tu m'aurais proposé de m'emmener en voiture. J'aurais accepté, effectivement, si tu veux, mais j'aurais accepté à contre-cœur. Ouais. C'est-à-dire, je préfère jouer ma sécurité sur mon quad parce que je suis responsable de mon truc, plutôt que d'être dans une bagnole que je ne maîtrise pas, parce que j'ai pas le permis en plus, et d'être à la merci d'un accident ou d'un écart de conduite, etc. Tu préfères avoir ton libre arbitre à toi, que dépendre j'ai vraiment une dent contre la bagnole, et je préfère décider moi-même de ma destinée. C'est-à-dire que si c'est moi qui me casse la gueule, ce sera moi qui aurais choisi de me casser la gueule, ou qui ce sera ma destinée. Et donc je ne sais pas si je vais revenir par rapport à ce karma très léger, si tu veux, mais peut-être aller directement en Nirvana, retrouver John Lennon, retrouver tous ces gens qui sont là-haut, si tu veux. Ouais. Génial. Et est-ce qu'il y a eu d'autres prédictions ? Non, parce que les autres voyants que j'ai pu consulter... Donc tu as reconsulté par la suite ? Oui, par la suite, je me suis dit, le mec a été tellement précis qu'après l'histoire Born to Be Alive, comme tout le monde sait que j'ai eu quelques déboires et quelques difficultés après avoir fait cet immense succès, on a tendance dans ces moments-là à vouloir consulter des gens pour qu'ils nous disent des choses qui vont éventuellement arriver. Et alors tous les ans, je voyais des gens qui me disaient cette année ça n'a pas du tout été, alors l'année prochaine je vous raconte pas, vous allez faire un carton, mais alors Born to Be Alive c'est la gnognotte à côté, etc. Bon, il s'est jamais rien passé, si tu veux. Et là, je me suis aperçu que j'étais un gogo et que malheureusement, par rapport à cet Arsène qui m'avait dit des choses absolument incroyables, eh bien, sur 100 personnages qui prédisent l'avenir, malheureusement, il y en a 98 achetés, et il y en a vraisemblablement 2 à garder. Donc depuis l'époque, depuis l'après Born to Be Alive, je n'ai plus jamais consulté. Et je sais que par contre, j'ai la bonne étoile au-dessus de la tête, et que ma destinée est plutôt bonne pour l'instant. Donc tout va bien, pourvu que ça dure, comme disait la maman de Napoléon. Non, évidemment, dans cette... Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Évidemment, dans toute cette vie incroyable, quand même, il y a eu des traversées du désert. Ah oui. On ne peut pas dire que la traversée du désert ait été écrite, du coup, puisque ton libre arbitre t'a fait aller d'un côté ou de l'autre, mais finalement, est-ce qu'à un moment de ta vie, tu as repris un autre chemin, tu as croisé une balise qui t'a remis sur le droit chemin, puisque au jour d'aujourd'hui, tu es en paix d'esprit, en paix de l'âme, en paix de... Oui, il y a eu un phare à un moment, il y a eu une balise à un moment, et qui est arrivé encore une fois par le plus pur des hasards dans une soirée à laquelle je n'avais pas l'intention d'aller, où finalement je suis allé. J'ai rencontré celle qui allait devenir donc mon épouse pendant 30 ans, et celle qui allait donc être la mère de ma fille, et qui, malgré le très grand écart d'âge, puisqu'on avait 19 ans d'écart, a remis à la fois le pied à l'étrier du garçon, et en plus a mis de l'ordre dans ma vie d'une façon absolument incroyable. C'est-à-dire que quand je l'ai rencontré, c'était en 87, j'étais pas à la dérive, mais pas loin. C'était en pleine traversée du désert. C'était la fin. Enfin, c'est elle qui a annoncé en fait la fin de cette période qui a commencé. La traversée du désert a duré à peu près, j'arrondis à peu près de 84, disons de 83 à 87. Et à partir du moment où j'ai rencontré donc celle qui allait devenir mon épouse, les choses se sont remises toutes seules en place. C'est-à-dire que par exemple au niveau de la création,
un jour, elle me dit, c'est un détail, mais c'est très symptomatique. Elle me dit, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces cassettes, toutes ces bandes, tous ces machins, il n'y a pas une étiquette, on ne sait pas ce que c'est. Quand on veut savoir ce que c'est, on est obligé de le mettre sur le magnéto, d'écouter. Je dis, mais non, c'est des maquettes de chansons que j'ai fait là depuis 3-4 ans dans cette traversée du désert et tout, etc. Mais Dieu sait quoi? On va ranger tout ça, on va classer tout ça. C'est un détail, hein? Oui. Mais on a classé tout ça. Ça m'a permis de réécouter des choses, et avec elle à côté, et elle me disait, mais attends, elle est presque finie, ta chanson, là, il y a 80% de la chanson qui est faite, tu me l'as fait, c'est 20% qui reste et tout. Et ça m'a remis, mais une pêche absolument incroyable. L'amour fait des choses absolument sublimes. Et là, honnêtement, je lui dois ma fille, ce qui est quand même merveilleuse. Et puis en plus, je lui dois cette remise en ordre, cette mise à jour en fait. Est-ce que ça a été une balise peut-être? Puisqu'elle arrive à la fin de la traversée du désert, elle te permet d'aller sur un autre chemin. Tout à fait. Le soir où je l'ai rencontrée, je n'avais pas l'intention d'aller dans cette soirée. Tu me disais, ouais. Et en fait, comme d'habitude, parce que j'ai le cul bordé de nouilles, comme on dit. Ouais, mais est-ce que c'est du hasard? Est-ce que c'est du hasard, ça, justement? Par rapport à quelqu'un qui a un mauvais karma et qui a un monsieur pas de bol. Non, c'est pas du hasard, bien sûr que non. Tu es né avec le cul bordé de nouilles, alors? Oui, mais il y a beaucoup de gens qui le pensent. Hein. Mais moi aussi, je le pense quelque part, parce qu'il y a une balise qui s'allume, il y a une petite lumière qui s'allume, et tu sais pas pourquoi. Tu es dans ton lit, tu es en train de regarder la télé, tu dis, je ne vais pas cette soirée, elle m'emmerde. Et il y a quelqu'un de la... Et soudain, tu te dis, Arf, je vais y aller. Allez, j'y vais. Et tu rencontres ce soir-là une gamine. Moi, j'avais 38 ans, elle en avait 18. Et tu tombes raide, dingue, bleu, violet, bleu pâle, au premier regard. Ah oui, vraiment. On appelle ça love at first sight en anglais. L'amour au premier regard. Et ça a été tout à fait ça. Des deux côtés. Quand elle t'a vu, elle s'est dit... Elle était un peu plus méfiante en se disant, si ce vieux baron pense... Mais elle savait qui t'étais ? Alors, elle me l'a dit le soir même en disant, si on ne me l'avait pas dit, je ne vous aurais pas reconnu, mais vous êtes le seul disque que j'ai volé à Monoprix. Il y a prescription, tout va bien. Heureusement. Et donc, ça m'a fait un plaisir immense quand même. Et donc, c'était Love at First Sight, et on est resté effectivement 30 ans ensemble. On a encore de très 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 bons rapports. Oui. On a une fille qui a 14 ans qui est géniale, que l'on gère tous les deux. Enfin, la maman gère un peu plus que le papa, mais voilà. Et donc ça, c'est pas le hasard seulement, c'est quelque chose qui était forcément écrit. Alors nous allons parler aussi d'une autre balise, c'est le Périgord. Je crois que avec cette expérience-là, il y avait encore un chemin. Soit tu prends à droite, tu vas dans le Périgord, soit tu prends à gauche et tu te retrouves à Madrid. Tout à fait. Tout à fait. À l'époque, il y avait effectivement une possibilité d'aller rejoindre deux jolies jeunes filles. On est en quelle année? En 69? On est en 69. Et en fait, j'avais rencontré, lors d'un voyage en Espagne, une petite Pilar de Lera, très très jolie, qui était madrilène. Et j'avais rencontré par la suite une autre jeune fille dans le Périgord, à Périgueux pour être très précis. Et quand je suis remonté à Paris après tous ces petits périples, etc., je me suis dit, tiens, j'ai un peu de temps à perdre, donc je vais aller retrouver une de ses camarades. Il y avait une agence qui ressemblait un peu à Blablacar déjà en 69, qui s'appelait Provoya et qui mettait en contact des autostoppeurs et des gens qui avaient envie effectivement de partager les frais ou de faire voyager les autostoppeurs avec eux pour la compagnie simplement. Et en fait j'ai proposé donc les deux destinations, soit Madrid, soit Périgueux. Et donc là, effectivement, il y avait un embranchement, c'est-à-dire ça aurait pu être ou Madrid ou Périgueux. C'est Périgueux qui est arrivé en premier. On m'a dit, vous avez une voiture pour Périgueux? J'aurais pu très bien refuser en disant, non, finalement, j'ai réfléchi, j'ai envie de partir à Madrid. J'ai accepté, j'ai bien fait d'accepter, puisqu'en fait, arrivé dans le Périgord, j'y étais venu pour un week-end, et en fait, j'y suis resté à peu près une quinzaine d'années avec des interruptions. Mais c'est là où j'ai
commencé, j'ai eu mon premier boulot de musicien professionnel dans un orchestre de bal de Périgueux. Et où ma vie de vrai musicien, auparavant je faisais des petits bals de banlieue, des machins, des trucs, etc., avec des petits groupes de banlieue parisienne. Mais là, ça a été un vrai départ. Et encore une fois, il y avait ce choix, il y avait cette bifurcation. Et si j'étais parti pour Madrid... Qu'est-ce qui se serait passé à Madrid? À Madrid, cette petite Pilar de Lera, très amoureuse, parce qu'elle a rappelé mon père qui était pharmacien, qui était espagnol aussi, et donc ils sont parlés dans la même langue en plus. Elle l'a rappelé peut-être 1 an ou 1 an et demi après, en lui demandant ce que j'étais devenu. Et en fait, cette petite Pilar de Lera était la fille d'un très très gros industriel madrilène. Donc je suppose que si j'avais mis les pieds à Madrid, au lieu de les mettre à Périgueux, je serais devenu vraisemblablement, au lieu d'être musicien, je serais devenu directeur général de l'usine de Beau-Papa, et je me serais peut-être marié et retrouvé mes racines quelque part, puisque je suis à 65% ibère. J'ai fait le test ADN il n'y a pas très longtemps, et donc j'ai une grosse... Et le reste des 65%, alors 65% espagnol, enfin ibère, et l'autre 35% d'italien, et le reste tyrolien, autrichien. Un mélange, oui, parce que la partie dans laquelle ma famille est née, ma famille italienne est née, était autrichienne jusqu'en 1919. Et en fait, c'est une partie qui a été rattachée à l'Italie après la guerre de 14-18. Et qui est une partie qui était occupée et qui était gérée par François-Joseph et l'Empire austro-hongrois. Donc en fait, il y a eu un mélange, effectivement, il y a un peu d'austro et de tyrolien. C'est pour ça que je chante peut-être, tyrolien. C'est possible. Hein, et il y a quand même 65% d'ibère, ceci étant dit. Alors, il y a eu donc plusieurs balises. Donc, la première, à 30 ans, sur scène, la rencontre avec ta femme, ce fameux chemin où peut-être espagnol, qui était avant, bien sûr, la rencontre de ta femme. Et tout ça est écrit. Hein. Tout ça est écrit. Oui. Tout ça est écrit. Alors, il y a aussi un domaine qui t'intéresse beaucoup, c'est la lithothérapie. Donc, les pierres. Ouais. Les pierres, est-ce que tu... Ben oui, il y en a là-dessus, voilà, dans ce petit sac. Alors, qu'est-ce qui fait que tu t'es approché et intéressé à la lithothérapie? C'est une suite logique? C'était dans le karma? Est-ce que c'était écrit? Est-ce que c'était... tu crois en l'univers? Oui, et tout ce qui est ésotérique me plaît beaucoup. C'est-à-dire que, c'est vraisemblablement aussi parce que quelque part, les artistes sont souvent des gens qui sont intéressés effectivement par l'ésotérisme, par des choses comme ça. Et en plus, dans la lithothérapie, je pars toujours du principe que si ça ne fait pas de mal, si ça fait pas de bien, ça fait pas de mal non plus. Donc, et si tu veux, dans les pierres, il y a quelque chose à la fois d'élégant, et puis tout ce qui vient de la terre, alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas l'expliquer, mais tout ce qui vient de la terre m'intéresse. C'est pour ça que je fais la cuisine aussi, parce que j'aime les produits, j'aime les choses de la terre. C'est pour ça que je fais du vin dont on ne parlera pas. Non, la cuvée Patrick Hernandez. Parce que c'est aussi un produit de la terre. Et puis en fait, tu vois, même par rapport à mes goûts en matière de paysage, je suis capable de ressentir des émotions face à la montagne ou face à la mer, mais je ne ressens jamais autant d'émotions que devant une belle campagne, devant la verdure, devant des cadres comme celui dans lequel je suis, dans le Vaucluse, qui est la Provence intérieure, c'est la Provence de Manon des Sources, un petit peu, quelque part. Ouais. Donc, ça, c'est quelque chose qui me procure des émotions, quelque part. Et donc, la lithothérapie fait aussi partie de ces choses qui viennent de la terre et qui m'intéressent. Et donc, il y a aussi toute une connaissance de ces pierres qui fait que c'est un domaine qui tout simplement m'intéresse. Et encore une fois, j'ai pu constater de temps en temps que ce qui est sur le papier se révèle exact dans la réalité. C'est-à-dire que, par exemple, moi je souffre d'une maladie
immunodépressive qui est la polyarthrite rhumatoïde. Donc on a effectivement de temps en temps des problèmes d'articulation. J'ai remarqué que lorsque par exemple j'ai une petite crise à la cheville, je me mets une malachite ou une chrysocole dans ma chaussette et honnêtement ça marche bien, quoi. Force de la pierre ou force de l'esprit? Ou des deux? Les deux, mon général. Force de l'esprit et force de la pierre. Est-ce que la force de l'esprit va donner du pouvoir à la pierre? Est-ce que la pierre donne du pouvoir à l'esprit? Les deux. Tout est lié. Les deux, mon général. Et je pense que de toute façon, même si c'est psychosomatique, de toute façon, la croyance, de toute façon, ne peut apporter que dans ce genre de domaine, ne peut apporter que de bonnes choses. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une maladie, même une maladie grave, s'il a un mental de merde, ça va pas arranger les choses. Oui. Par contre, on sait très très bien que même dans le cas de maladies très graves, quand on a un moral d'acier, ça peut franchement aider. Je parle pas de guérison, hein, je parle... On parle de Bernard Tapie, qu'on a condamné plusieurs fois et qui est encore là, avec une force d'esprit extraordinaire. Typique, si tu veux, de ce genre de choses. Donc je crois aussi aux psychosomatiques. Donc, et là, si tu veux, je me laisse embarquer parce que il faut de temps en temps aussi se laisser embarquer dans des trucs qui simplement plaisent parce que ça plaît, c'est comme ça. La beauté des pierres est indéniable, tu vois. Oui. Ça, c'est le jaspe océan, c'est absolument magnifique. La nature fait des choses absolument sublimes. Oui. Donc ça, c'est en plus, c'est pour l'énergie sexuelle. Si tu veux. D'accord. Donc ça, c'est franchement bien, tu vois. Hein? Et puis ça, la turquoise, par exemple, c'est pour les accidents de la route. Alors tu vois, dans l'esprit de routes de camions et de voitures vertes, machin, etc. Voilà. Donc ça. Et ça, c'est pour protéger justement de ça. Ça protège. Alors, bien sûr, il faut y croire. Et puis si ça protège pas, c'est une très jolie bague. Voilà. Tu vois. Donc ça mange pas de pain non plus, quoi. Et puis ça, pour l'énergie sexuelle, bon, ben voilà, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais j'ai du secours là-dedans. Ouais. Par contre. Ah, d'accord. Et là-dedans, c'est un mélange de pierres. Oui. En fait, parce qu'il y a des pierres qui vont ensemble, des pierres qui vont pas ensemble, ou est-ce que on dit que, mais en fait, il y a quelqu'un qui a écrit un jour que telle pierre n'allait pas avec telle pierre, alors que ce qui compte, c'est ce qu'on a dans l'esprit. Moi, je crois pas beaucoup au fait que les pierres ne vont pas ensemble. Je crois, par contre, si tu veux, que dans mon petit sac, je mets des choses qui correspondent au moment. Voilà. C'est-à-dire, je voyage, par exemple, en voiture, je vais prendre une turquoise pour les accidents de la route. Ouais. Comme ce soir, j'ai un rendez-vous. Je me suis mis la jaspe océan autour de la tête. Et là-dedans, il y a d'autres choses qui correspondent à la journée, si tu veux. Bon, après, si tu as mal au foie, si tu as mal à l'estomac ou si tu as mal aux pieds, il y a d'autres pierres qui Mais si, par exemple, la pierre l'accident de voiture, là, la pierre bleue, là. La turquoise. La turquoise n'irait pas avec la pierre qui toi soignerait du mal de la route. On dit que ça va pas ensemble, mais toi, tu as décidé de les mettre ensemble. Je ne crois pas, et de toute façon, même les spécialistes dans ce genre de domaine ne sont jamais tout à fait d'accord les uns avec les autres. Il y en a qui disent que ça va ensemble. Alors, il y en a qui disent qu'il faut recharger certaines pierres à la Lune, d'autres au soleil. Et j'ai vu quelqu'un, il n'y a pas très longtemps, qui m'a dit de toute façon, la Lune est un astre absolument maléfique, il ne faut surtout pas s'en servir pour recharger les pierres. Ouais. Alors, si tu veux, au bout d'un moment, bon, tu fais encore une fois, il faut croire à ce genre de choses pour pouvoir les utiliser. Ouais. Parce que si tu commences à couper les cheveux en quatre, si tu veux, après, telle chose ne va pas avec telle chose, et puis, bon, voilà. Si tu y crois, tu y crois. Et puis, de temps en temps, moi, très honnêtement, j'en ressens les bienfaits. Et en plus, je trouve qu'il y a un côté, élégant, il y a une côté beauté des pierres qui est absolument indéniable. Donc voilà quoi. Après, je suis pas non plus docteur lithothérapie, mais je me fie aussi à mon bon sens et je me fie aussi à ce fameux feeling qui ne me quittera jamais, si tu veux, et qui en général me fait prendre les bonnes décisions, qui me fait faire les bons choix, puisque c'est de ça qu'on parle, si tu veux, et que je prends une bonne étoile, un bon ange gardien. Oui, les deux. On m'a souvent dit que j'avais un ange gardien qui était assez puissant. Est-ce que tu crois à ça? Oui. Le fait qu'on ait un ange gardien? Absolument, et je sais même qui c'est d'ailleurs. C'est quelqu'un de ma famille, si tu veux, qui me protège. D'accord. Et ça m'étonne absolument pas.
Parce que et tu le sais parce qu'on te l'a dit ou tu le sais parce que tu le sens? Et plusieurs personnes m'ont dit la même chose. Alors qu'ils ne se connaissent pas, bien évidemment, qui me connaissent au travers du côté artistique, mais qui ne connaissent pas ni ma famille, ni l'intimité, et qui m'ont dit la même chose. Et c'est une personne que je vois très bien en ange gardien, et je suis sûr qu'elle est là. Après, il y a des côtés dérangeants qu'elle soit là tout le temps aussi. Ah, pour le rendez-vous de ce soir, c'est gênant. Ben oui, je vais être obligé de quitter la pierre. C'est dommage. Et deux dernières questions. La méditation, est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi? Est-ce qu'il faut méditer le matin, faire remercier l'univers de la journée qu'on a passée, de la nuit qu'on passera? Tu peux méditer vraiment n'importe quand. N'importe quand et n'importe où. C'est-à-dire même au bureau, même entouré de gens. Et alors moi, je vais te dire un truc. Dans cette période très compliquée à gérer, qui a duré donc de 84 à 87, cette traversée du désert. Cette fameuse traversée du désert, il a fallu que je fasse vraiment un point. Il a fallu que je fasse une introspection très forte pour essayer de comprendre et de me sortir de la situation mentale dans laquelle j'étais. C'est-à-dire que, vu la hauteur que les choses avaient prise à l'époque de Born to Be Alive, si tu veux, à un moment, tu es assis sur le toit du monde. Et quand on dit que la chute est libre, et la chute est dure, ou libre aussi, mais la chute est dure, plus tu montes haut, plus la chute est vertigineuse, et plus elle fait mal. Et donc, si tu veux, la méditation, notamment, c'est à ce moment-là que j'ai commencé. Elle a commencé dans la solitude du moulin que j'avais à l'époque et que j'avais acheté dans le Périgord, où j'ai vécu en autarcie absolue, déjà, pendant toute l'année 84. J'ai été pourchassé par des créanciers, j'étais pourchassé par le fisc, j'étais pourchassé par plein de gens, et j'ai vécu en autarcie pendant 1 an, sans sortir de chez moi. Et c'est là que j'ai commencé donc à méditer. Alors à la fois des méditations, on appelle la méditation transcendantale, machin, etc., soit de la méditation qui consiste à aller, c'était un moulin du XVIIIe siècle, donc il y avait un bief qui passait sous la maison, il y avait la rivière qui est une rivière de première catégorie, qui s'appelle la Loue. C'est pas la Loue de l'Ain, c'est la Loue du Périgord. Première catégorie. Et donc j'allais à la pêche, si tu veux, et la méditation était aussi en fonction, pendant que je regardais ce bouchon qui s'éloignait, je ramenais, et ça m'a sauvé. Ça a sauvé ma vie. C'est-à-dire cette période-là m'a permis, grâce à la méditation, soit la vraie, c'est-à-dire où on se met dans de pas se jeter dans la Loue. Oui, mais honnêtement, il y en a vraiment beaucoup qui se sont posé la question de savoir comment j'avais pu me sortir de cette situation. Parce qu'elle était absolument incroyable. Après avoir été numéro 1 mondial dans le monde entier, après avoir vécu des choses que l'on ne racontera pas parce que c'est trop long, mais des choses absolument extraordinaires, de charteriser Concorde, de machin, etc. Enfin bon, des trucs absolument invraisemblables, tous les palaces du monde, les trucs là. Le mec, soudain, il est plus rien du tout. Et soudain, plus personne ne veut de lui, et tout le monde lui dit en plus, tu vois, en disant, t'es fini, c'est terminé, tu pues, machin, bon. Eh bien, cette série, si tu veux, de méditation, à la fois de méditation et aussi d'introspection en regardant ce bouchon couler, machin, etc., m'ont sauvé la vie. Ouais. Donc, depuis cette période-là, à chaque fois qu'il y a quelque chose d'un petit peu important, mais même sur scène, même avec Star 80, si tu veux, le seul fait de méditer un tout petit peu, une fois j'étais très en colère, c'était à Limoges, je me souviens,
Après la première manifestation des Gilets jaunes, donc c'est j'étais super en colère. Et j'ai fait une petite méditation qui a duré une petite demi-heure en position de lotus et tout, etc. dans la loge. Ça m'a fait du bien. La respiration profonde avant de rentrer sur scène, ça calme tous les stress. Donc non, ça c'est quelque chose qui est quand même très important dans mon existence. Mais je ne dis pas que je médite tous les jours, par contre. Oui, d'accord. Je le fais souvent, mais je le fais quand j'en ai besoin aussi. Ouais. C'est-à-dire quand j'ai une contrariété, quand j'ai une joie, quand j'ai machin. Et ça permet de canaliser un certain nombre de choses. Et puis en tout cas, cette introspection de l'époque, quand je dis qu'elle m'a sauvé la vie, je plaisante pas. Hein. Ah, mais j'en suis sûr. Honnêtement, j'étais vraiment au bord de la déprime. Ouais. Et on sait quel dégât peut faire la déprime dans ce genre de métier. Et ça m'a permis de faire une analyse. Et après, les gens, enfin même maintenant, souvent les gens me disent « Mais comment tu fais pour rester zen tout le temps, comme ça, on dirait un moine bouddhique, machin, etc. » J'ai commencé en 84. Oui, j'ai commencé en 84. J'ai un peu de bouteille, j'ai un peu de pratique. Oui. Mais aussi parce que cette introspection et ces méditations m'ont permis de faire la part des choses, si tu veux. Je n'ai absolument aucune rancune contre personne. Je suis pas revanchard. Je suis content de la vie que je mène. Je suis content d'avoir... Les gens me disent souvent « Mais putain, t'as fait qu'une seule chanson. » Alors on m'a même posé la question « Est-ce qu'on peut vivre d'un tube ?» J'ai dit « Non, on vit pas d'un tube toute sa vie. On vit d'un standard. Toute sa vie, c'est différent. » Mais quel plaisir et quel... Je trouve ça génial d'avoir fait cette chanson, qui est une chanson qui est mondialement connue, si tu veux, qui restera dans les annales. Dans 50 ans, on entendra encore cette chanson. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour un auteur, compositeur, interprète, éditeur, producteur comme moi? Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Bah oui. Alors après c'était écrit. Voilà, c'était absolument, c'était absolument écrit, parce qu'encore une fois, pour revenir à ce sujet qui nous intéresse aujourd'hui, quand le producteur de Born to Be Alive, Jean Van Loo, me dit de ton rock endiablé, Born to Be Alive, on va en faire du disco, il y a quand même deux voies qui s'ouvrent. Oui, non. Non. Parce que à la base, moi, disco, c'était un gros mot quand même. Oui. C'était une vulgarité absolument folle, quoi. Je sortais du monde de la pop, du rock, j'ai pas du tout envie de faire du disco, quoi. Pourquoi je dis une balise, une petite lumière dans la... En Belgique, on dit, à Bruxelles, on dit non peut-être. Non. Et ça veut dire oui, si tu veux. Et donc, effectivement, il y a encore un choix, si tu veux, qui s'opère. Et c'était pas évident du tout. C'était pas du tout évident. Parce que normalement, j'aurais dû dire non. Oui. Oh non, t'es bien gentil, mais enfin, d'autant que j'avais un passé presque un passif avec lui. Parce que quand même, alors que j'avais Born to Be Alive dans mes valises, si tu veux, en 75 ou 76, ouais, 76 je crois, ou 75, je me rappelle plus. Il nous fait faire une version anglaise et rock de Ramona, la chanson Ramona. J'avais un rêve merveilleux. Putain, le mec me fait faire ça, donc c'est une espèce de passif quand même. Ouais. Et à un moment, il dit de ton rock, on va en faire du disco. J'aurais dû dire non normalement. Ben, j'ai dit oui. Oui, j'ai dit non peut-être, comme on dit à Bruxelles. Ben oui. Donc pour finir, en fait, il y a eu un chemin de vie qui a débuté bien sûr, de ta naissance jusqu'à demain, après-demain et dans 50 ans encore, j'espère, qui a été donc une grande avenue. Il y a eu des chemins à droite et à gauche, que tu as pris. Ouais. Si tu as pris le mauvais chemin, on t'a vite remis, quelques années après, sur le bon chemin. Donc en fait, tu as eu toujours un ange gardien dès le début et un cul bordé de nouilles. Oui, je pense encore une fois, c'est une question de ou un bon karma. C'est une question de karma, c'est évident, et une question de chance aussi. Il y a un facteur chance, tu sais pas pourquoi. Il y a un alignement de planètes qui fait... La chance ou le destin?
Non, c'est le destin. Le destin est une sorte de chance. Le destin teinté d'une certaine chance, un karma allégé, puis peut-être aussi un petit peu de pif. Peut-être un petit peu de pif. Peut-être un tout petit peu de talent aussi quelque part. Très certainement du talent quand même. Il y a quand même du talent dans tout ça. C'est pas le monde d'écrire Born to Be Alive, je suis désolé. Non, je l'aurais pas fait. Je l'aurais pas fait. Par contre, je rêverais d'un duo sur ce titre-là. Déjà sur Déjeuner en paix, tu es pas mal. Hein. Déjeuner en paix, mais un Born en studio, vraiment un enregistrement, je le ferais bien. Enfin bon. Tu peux me faire la voix grave? Born to Be Alive. Je peux. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission Les Rendez-vous de Fred. C'était une production de Pierre Baldwin et de moi-même pour le groupe Ma Web TV. À très bientôt et merci. Merci à vous.